Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, la protection du patrimoine. À votre décès, ça passe toujours par une bonne planification successorale. C'est important de le faire. Dans la vidéo, je vais apporter plusieurs sujets qui vont faire en sorte de vous démontrer l'importance de la planification successorale. C'est souvent aussi pour s'assurer que les actifs qu'on possède aillent à ceux qu'on veut. Et le plus important, c'est d'être capable de sauver un maximum d'impôts. Le gouvernement, lui, n'oubliez pas une chose, on dit toujours, il y a deux choses de certaines dans la vie, c'est la mort et l'impôt. Puis là, si vous mixez les deux ensemble, pas bien planifié, c'est pas le fun. La planification successorale consiste à organiser la distribution de tes biens à ton décès. Ça va faciliter le travail pour tes héritiers, ça va éviter énormément de conflits. Puis ça va surtout s'assurer que ça respecte tes dernières volontés. Ah, moi, Pam m'avait dit qu'elle allait me donner tel char. Pam m'avait dit qu'elle allait me donner le chalet. Mais peut-être que non. C'est des chicanes évitées quand il y a un testament qui est fait puis une bonne planification qui va être faite. Sans une bonne planification successorale, vos biens ne seront certainement pas répartis comme vous le souhaitez. Ça risque de vraiment créer des conflits familiaux puis c'est possible que vos héritiers payent un maximum d'impôts, voire votre propre succession paye un maximum d'impôts. Donc, avec une bonne planification successorale, on va venir minimiser l'impact fiscal puis on va surtout s'assurer que vos biens aillent à qui vous voulez. Dans la vidéo, je vais vous montrer les points clés d'une stratégie de planification successorale. Je vais parler de stratégies pour minimiser les impôts, comment protéger vos héritiers et les outils et les ressources disponibles. La planification successorale, qu'est-ce que ça fait en fait? Mais ça s'assure que vous dévoluez vos biens aux bonnes personnes de la bonne manière en minimisant les frais et les impôts qui y sont rattachés. C'est quoi la différence entre une succession avec un testament et sans testament? Il y en a plusieurs. Avec un testament, on peut décider qui va recevoir quoi. Je donne la maison à madame, je donne la maison à monsieur, je donne l'auto à mon fils, je donne la compagnie à ma fille. Exemple, peu importe, on peut décider à qui ça va. Mais pourquoi qu'on déciderait à qui ça va? Un, parce que pour des choix émotifs, des choix personnels, qu'on décide de donner certains types de choses à nos patients. Parce que, exemple, un des enfants a plus contribué à l'entreprise, les autres, ils ne sont pas intéressés. Un des enfants s'est mis dedans, mais pourquoi qu'on va le donner aux autres? On voudrait probablement avantager l'enfant qui est venu nous aider et qui s'est intéressé à l'entreprise. Donc, le testament est vraiment primordial pour faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas de testament? On appelle ça une dévolution ab intestate. Je sors mon latin. Il faut savoir qu'un testament, déjà, il y a des testaments fiduciaires. Ça, c'est pour prévoir quand est-ce qu'on va donner l'argent, à qui, à quel moment. Il y a des testaments notariés, celui que je conseille le plus. Le testament fiduciaire aussi est devant notaire. Le testament notarié, pourquoi? Parce que les frais d'homologation sont déjà payés. Parce que ça a été fait avec un professionnel. Parce que le professionnel vous a posé plein de questions auxquelles vous n'avez pas pensé. Parce qu'on va savoir où le trouver. Il y a un décès, on appelle à la chambre de notaire. Est-ce que monsieur avait un testament? Ah oui, tiens donc. C'est là, c'est OK. Avant, anciennement, c'était dans des gros classeurs anti-feu. Là, à cette heure, je ne sais plus s'il y a anti-feu et des cloud anti-feu. Donc, c'est vraiment de façon sécuritaire. Pas mal plus qu'un testament holographe. Testament holographe, juste pour vous le dire, c'est vraiment écrit de votre main, pas tapé, pas écrit sur Facebook, écrit de votre main sur une feuille de papier, daté, hyper important, signé de votre main. Faites pas signer un témoin sur un testament holographe, ça marche pas. Un testament, c'est vous qui l'avez écrit. Puis là, cherche-moi. Vous êtes décédé, là. Cherchez-moi, vous l'avez mis où? Ah, je l'ai mis dans un tiroir quelque part. Ça se peut qu'il passe puis que personne ne sache qu'il y avait un testament qui avait été fait. Donc, si on a fait un holographe, s'assurer que quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui n'est pas héritier dessus le trouve. C'est quelqu'un de confiance, bien évidemment. Puis il y a le testament devant témoin, bien évidemment, qui là, ça prend 2 témoins, aussi daté, puis signé de votre main, mais ça peut être écrit à l'ordinateur, c'est pas un problème à ce niveau-là. On privilégie toujours le testament notarié. Oui, c'est plus cher, mais c'est pas payant être cheap là-dessus, parce que tout à l'heure, si jamais il y a un décès inattendu, puis il n'y a pas de testament, c'est compliqué pour vos héritiers. Je décède, j'ai pas de testament, qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, si vous n'avez pas de testament, la loi a déjà tout prévu pour vous autres, mais là, ça va dépendre d'un paquet de facteurs. Il y a plusieurs questions à se poser. La première, est-ce que je suis marié ou je ne suis pas marié? Maintenant, je veux juste mentionner une petite partie, j'en ai fait une autre vidéo là-dessus, c'est que avec le nouveau régime d'union parentale qui va être créé à partir de, si vous avez un enfant après le 29 juin 2025, il y a une nouvelle particularité où est-ce qu'on va reconnaître le conjoint là, sur certains actifs là, pour pas qu'il se retrouve devant rien. Maintenant, je suis marié, oui, ça s'en va à madame. 2 tiers à madame, 1 tiers aux parents, si les parents sont vivants. Si je suis marié, j'ai des enfants,
un tiers madame, 2 tiers aux enfants. Mais là, il y a une partie ici qui est importante à savoir, c'est que si on est marié, ben ultimement, avant le partage du 1 tiers, 2 tiers, il y a le partage du patrimoine familial qui est à faire. Ce qui en reste, la partie au défunt, va être reséparé 1 tiers, 2 tiers. Si les parents sont décédés, on envoie ça. Si on n'a pas d'enfants, madame n'est pas là, ça s'en va aux parents. Les parents sont pas là, ça s'en va aux frères et sœurs. Si les frères et sœurs ne sont pas là, ça va aux enfants des frères et sœurs. Maintenant, si ça va à vos enfants sont majeurs, ont des enfants, c'est séparé moitié-moitié. Si un enfant n'est pas là, ben l'autre enfant va hériter de tout. Si un des frères et sœurs n'est pas là, n'est pas vivant, mais les enfants des frères et sœurs vont recevoir sa part. Mettons, il y en a 5, mais ils vont recevoir la moitié, séparée en 5 pour chacun des enfants du frère et sœur qui va être décédé. Et ainsi de suite. Ça va jusqu'au 8e niveau. En fait, ils regardent vraiment partout. Puis si, mettons, ils ne trouvent pas personne dans votre arbre généalogique pour donner l'argent, bien, devinez qui le prend? Le gouvernement vient tout prendre. Bien évidemment, si c'est des dettes, le gouvernement le ramasse aussi, mais supposons qu'on a une succession qui est positive, mais c'est le gouvernement qui va venir récupérer ça. Mais ça se fait pas dans une année, là. Ils vont vraiment faire des recherches pour vraiment réussir à trouver un héritier pour l'héritage. Quand on va faire un testament, on va pouvoir décider à qui qu'on donne les biens, puis c'est surtout, s'il n'y a pas de testament de fait, ça va coûter une fortune à gérer, là. Parce qu'il va falloir faire les recherches, il va falloir trouver c'est qui. Si on a une famille reconstituée, il y a bien des choses qui peuvent venir complexifier. Là. Je vous donne la base, là, mais c'est important de consulter un juriste à ce niveau-là, un notaire, un avocat qui va pouvoir venir vous éclairer clairement sur qu'est-ce qu'il y a à faire en cas de décès. La morale de ça, ce qui est le plus important, c'est de décider à qui on veut le laisser, puis pas laisser le gouvernement s'en occuper pour nous autres, bien évidemment. En résumé, très important de rencontrer un juriste. Si vous ne le faites pas, sachez, allez comprendre au moins comment va être dévolu vos biens, mais sachez que si vous laissez ça aller comme ça, sans faire de testament, ça va vous coûter un max de frais, puis ça va vous coûter un max d'impôts. C'est pas grave, je suis décédé, mais l'impôt à payer, puis les frais payés, c'est de l'argent qui ne va pas à votre succession. Ça va aller à la communauté. Les éléments clés d'une bonne planification financière, en fait, c'est bien évidemment le testament, mais il y a autre chose que le testament. Il y a ce qu'on appelle les fiducies. Il y a des fiducies testamentaires. Une fiducie testamentaire, rapidement, c'est de désigner à qui on donne les biens et à quel moment on les donne. Ça permet d'étaler sur le temps et rediriger les biens. Le meilleur des exemples que je pourrais dire, vous voulez que tous vos enfants aillent, vous êtes célibataire ou vous êtes divorcé, peu importe, vous voulez que tous vos enfants aillent. OK, c'est correct. Mais vos enfants ont 18-19 ans. Voulez-vous tout leur mettre dans les mains ce que vous avez? Rappelez-vous quand vous aviez 18, 19, 20 ans, est-ce que vous vous voyez avec ces sommes d'argent-là? Est-ce que vous allez avoir fait des décisions judicieuses ou vous auriez dilapidé tout cet argent-là parce qu'on part sur une dérape avec les chums? Là, on se ramasse 5 ans plus tard, il n'y a plus une scène, fait que tout ce que vous avez bâti une vie durant se passe en dedans de 5 ans. Vous pouvez vous dire, c'est pas grave, il aura appris, il apprendra, puis ça sera sa vie à lui, puis il décidera. Mais la logique, ce serait de protéger vos enfants d'eux-mêmes, puis d'étaler, exemple, je veux qu'il y ait de l'argent, c'est 18 ans s'il va aux études, il veut s'acheter une maison à 20-21 ans, à 25 ans, ou quand s'il se marie, il y a des enfants, on peut l'étaler dans le temps. Puis en attendant, cet argent-là est géré d'une façon fiduciaire. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça va respecter vos volontés. Donc voici pourquoi une fiducie testamentaire serait importante à faire. C'est un élément clé. Dans la planification financière, quand on parle de stratégie fiscale, c'est important de bien désigner ses bénéficiaires. Pourquoi je dis ça? Supposons, vous décidez de donner le REER à votre enfant majeur. Vous décidez de donner le CELI à votre enfant mineur. Puis vous décidez de donner à votre femme tout le reste ou à votre mari tout le reste. Ce qui est important de savoir, c'est que le REER, si on a notre enfant majeur, bien le REER, on paye tout l'impôt dessus. Ou vous allez avoir à payer tout l'impôt dessus, puis après, on va le donner à votre enfant. Si, par exemple, il n'y a pas de désignation qui est faite, là, OK, on dit on va tout vendre, pas de testament. Là, OK? On est marié, des enfants, pas de testament. On vend tout, donc on paye tout un maximum d'impôts. Supposons que l'année de votre décès, vous avez gagné 100 000 dans l'année. Là, vous vendez vos immeubles parce qu'ils vous appartiennent à tout à votre nom, supposons. 500 000 de gain capital. Après ça, on vend les REER. Ça fait longtemps qu'on est rendu à 53 % de taux marginal. Donc, il y a une grosse partie qui va partir pour l'entraide de notre société. Ceci étant dit, si on fait une planification successorale, on fait un bon testament, mais la logique veut qu'on peut rouler le REER au conjoint-conjoint. On peut rouler le CELI, ça prend le formulaire, au conjoint-conjoint. Comme ça, le REER,
Quand la personne survivante décidera de sortir ses REER selon une stratégie de décaissement, bien, le taux marginal risque d'être beaucoup plus bas que tout à 53 %. L'argent va continuer de travailler à l'abri de l'impôt dans le REER. Le CELI, la même chose. On va pouvoir donner le CELI, il va travailler à l'abri de l'impôt, ça ne crée pas de nouveaux droits à CELI. L'enveloppe CELI va rester la même. On va éviter l'impôt qui va arriver au décès si on décide de tout vendre puis de le donner. On peut décider de rouler les immeubles à la conjointe aussi, parce que là, on va éviter l'impact fiscal de l'immeuble. Sinon, il y a une réputation, il y a une dévolution réputée par le gouvernement. On décède, on est réputé avoir tout vendu le jour de la seconde avant d'avoir décédé. Donc, si les gains capitaux, tandis que si on transfère à notre conjointe, ben là, on a le droit fiscalement de reporter l'impôt lorsque cette personne-là va décider de les vendre. Si on y pense pas, tout ça, là, c'est des détails, c'est simple ce que je vous dis. Il y en a encore bien plus de choses à réfléchir. Bien évidemment, avec un fiscaliste, puis encore mieux, un notaire fiscaliste, un avocat fiscaliste qui peut bien planifier ça. Puis bien évidemment, il y a, à travers tout ça, il y a des fiducies qui vont pouvoir être créées si on a de l'argent en conséquence pour le faire, parce que les fiducies, c'est pas magique non plus, ça engendre des frais, là. Il y a beaucoup de façons de transmettre notre patrimoine à notre famille, puis laisser la majorité de notre patrimoine, puis pas trop en laisser ça à table. C'est correct, on doit payer des impôts, on doit faire un effort communautaire, on doit faire un effort pour tout le monde, mais laissez-en pas plus que vous devriez en laisser. Un élément clé d'une bonne planification financière, c'est de vérifier ce qui va vous arriver si jamais vous n'êtes plus apte demain matin. Je veux dire quoi par là? Accident d'auto, on ne peut plus réfléchir, on ne parle plus, on ne sait plus ce qui se passe, on ne peut plus prendre de décision, on est dans le coma, on est dans le coma pendant plusieurs années. Prenez exemple sur Michael Schumacher, plusieurs fois champion de Formule 1. Il y a eu un accident de ski 2013, puis il a été dans le coma pendant au moins 1 an. Qui prend des décisions pour lui? Si c'est pas déjà planifié, si c'est déjà... Sûrement que c'était déjà fait, j'imagine. Il était peut-être marié, puis là, sa femme, elle peut prendre le relais. Comprenez ce que je veux dire, là? Qui va prendre les décisions pour vous au meilleur de vos intérêts? Il y a toujours la curatelle publique qui peut s'en occuper. Ils sont pleins de bonne volonté, mais ça reste des fonctionnaires. Donc, ce qui est important, il y a ce qu'on appelle le mandat en cas d'inaptitude. Dans le mandat en cas d'inaptitude, vous nommez qui vous voulez qui prenne soin de vos argents. Vous avez le choix de nommer des personnes de confiance. Puis en rencontrant un juriste, il va vous dire, OK, mais si lui n'est pas là, il est malade, qui va s'en occuper? Si elle n'est pas là, OK, tu veux dire que ce soit 2, 3 personnes qui prennent les bonnes décisions, puisque tu ne veux pas laisser ça tout dans les mains d'une personne. Il y a tout ça qui est réfléchi puis qui est nommé. Dans le mandat en cas d'inaptitude, ce qu'on va pouvoir mettre, c'est mettre un testament, si on veut, médical. Si je suis inapte et on sait que cérébralement, je ne reviendrai pas, ou que si je reviens, je ne serai plus là mentalement, ça ne sera plus moi. Ça ne veut pas dire, ça ne dit pas au docteur, le docteur n'a pas l'obligation de le suivre. Okay? Il n'y a pas personne qui a l'obligation de le faire. Mais si ta famille se pose la question, qu'est-ce qu'il aurait voulu, bien c'est écrit, puis ils le savent. Fait que, tu sais, s'ils décident, ben gars, on le débranche, c'est ça qu'ils voulaient. Après avoir essayé pendant... Puis le docteur est d'accord, bien là, tu sais, bien évidemment, ça ne va pas être fait. Mais il y a un autre document qui est hyper important à faire avec le mandat en cas d'inaptitude. Parce que le mandat en cas d'inaptitude, avant d'être homologué, ça prend au moins 1 an. Là, tomber inapte demain matin, plus capable de passer. Là, on veut faire homologuer le mandat en cas d'inaptitude. C'est long. Il y a des rencontres avec les docteurs, il faut que la déclaration d'inaptitude soit faite par les docteurs, puis ça se fait pas parce que dans 1 mois, vous ne l'êtes pas. Il y a comme bien des étapes, puis il y a les travailleurs sociaux qui vont venir rencontrer les membres de la famille pour s'assurer que la famille ou que les personnes désignées ont vraiment l'intérêt à cœur de vous. Il y a ce qu'on appelle une procuration. Il y a une procuration qui peut être déposée chez un notaire, avoir une procuration envers une personne qui peut ouvrir et fermer un compte de banque, qui peut décider de parler avec votre planificateur financier pour gérer vos placements, qui peut prendre un minimum de décisions pour que la stabilité financière, le temps que vous êtes inapte, puisse se faire ou le temps que le mandat en cas d'inaptitude puisse se faire. C'est hyper important à penser. Puis souvent, on va passer dans cette étape-là avant de mourir. Tu ne t'occupes pas de tes affaires ou tu ne choisis pas qui est les bonnes personnes pour s'occuper de tes affaires. Bien, il y en a d'autres qui vont s'en occuper. Puis ça va être au meilleur de votre intérêt ou sans être contre votre intérêt, ça va être fait de la meilleure façon possible. Donc, c'est bien important de réfléchir à ça. Dans une bonne planification successorale, c'est des points clés qu'il faut faire. Puis c'est important que ça soit en place.
Une fiducie testamentaire, ça sert à plusieurs choses. En fait, c'est que dans une fiducie testamentaire, on peut transférer les actifs du défunt dans une fiducie testamentaire, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas d'impôt à payer dessus tout de suite. Puis un autre avantage, c'est que là, après ça, les revenus de ces biens-là, ils vont pouvoir être imposés en fonction des bénéficiaires que vous allez mettre dedans. Donc, si vous avez 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une fiducie, tout revenu généré par une fiducie, le premier dollar est tout de suite imposé au taux marginal de 53 %. Mais si on a plusieurs bénéficiaires dedans et la fiducie testamentaire, on redistribue chaque revenu à chaque année à chacun des membres. Donc, exemple, à 5, je vais dire 2 personnes. Mais là, eux, chacune des personnes, si ils n'ont pas de revenus ou de trop revenus importants. Maintenant, on repart en bas avec les plus petits taux marginaux qui vont finir par augmenter en fonction des types de revenus qu'on va recevoir. Donc, il y a vraiment un impact fiscal important ici qui va se créer, qui va minimiser vos impôts à payer. Les points forts de ça, c'est que tu peux contrôler la distribution des revenus. Ça protège tes héritiers aussi, autant que vous pouvez avoir des héritiers qui sont mineurs ou des héritiers qui peuvent être vulnérables parce qu'ils ont des maladies ou ont des conditions physiques où est-ce qu'ils vont peut-être avoir nécessité plus de besoins que d'autres. Donc, la fiducie va vous permettre de faire ça puis de les aider de la bonne façon. Les points faibles, le coût de la création peut être élevé. Les frais de gestion annuels pour l'entretenir aussi. C'est complexe. La réglementation n'est pas simple. Si les revenus générés par la fiducie ne sont pas redistribués après 36 mois du décès du défunt, en fait, on va tout être imposé au plus haut taux marginal. Ce qu'il faut éviter. Donc, il faut être conscient quand on fait ce type de choses-là, puis l'expliquer, bien évidemment, à ceux qui vont nous survivre. Au décès aussi, ce qu'on peut faire, c'est faire du fractionnement de revenus, c'est de répartir certains types de revenus en fonction de plusieurs membres de la famille. Ça se fait bien évidemment par les fiducies, mais ça peut se faire différemment aussi. Une bonne façon aussi de réduire l'impôt à son décès, c'est de parler avec son conseiller, parler avec son planificateur financier, puis parler avec un professionnel, fiscaliste, bien important. Parce que toutes ces stratégies-là que je vous parle, est-ce que ça s'applique à vous, ça ne s'applique pas à vous? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez les actifs? Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Puis tant qu'à ne pas le faire tout seul, faites-vous donc accompagner par des professionnels. Un professionnel, un planificateur, comme un planificateur financier, va vous allumer sur ce type de réflexion-là, à qu'est-ce qu'il devrait avoir à penser. Puis, en tenant compte, parce que c'est bon, c'est bien la planification successorale, mais il y a de votre vivant aussi. Mais c'est comment arranger vos actifs de ce qui se passe de vos vivants, de votre besoin, de vos besoins à vous, en tenant compte de qu'est-ce qui peut arriver si jamais vous décédez. Puis, au moment du décès, comment cet agencement-là des actifs va faire en sorte que s'il y a un décès, on minimise un impact. Mais ça se fait pas en criant ciseaux. Puis, ça prend des professionnels pour venir vous aider à ce niveau-là. Passez pas à côté de ça. Vous êtes capable de générer de l'argent, vous savez travailler. Il y a une phrase que j'entends, je vous dis là, honnêtement, 7 fois sur 10 avec mes clients, c'est « ils auront bien ce qui reste ». Travailler, moi, pour mon argent, ils se débrouilleront. Je vais payer leurs études, c'est correct, sont aptes. Mais qui préfères-tu qui ait ton argent? Nos 2 partenaires silencieux, fédéral et provincial, ou tes enfants? Donc, ils auront bien ce qui reste, je parle pour moi, ils auront bien ce qui reste en évitant d'y en envoyer trop à ces 2 partenaires-là, puis l'envoyer à eux de la meilleure façon possible. C'est pour ça qu'il faut faire une planification successorale. C'est quoi les types de fiducies qui existent au Québec? La première est la fiducie testamentaire. Comme son nom l'indique, la fiducie testamentaire est créée au décès. Quels sont les points forts d'une fiducie testamentaire? Ça permet de contrôler la distribution des biens sur une période qui est prolongée. Ça protège les héritiers. Puis tu peux réduire tes impacts fiscaux à ton décès. Réduction fiscale temporaire, ça permet de fractionner tes revenus sur plusieurs années en divers membres de ta famille. Point faible, les coûts de création et les frais de gestion peuvent être élevés. C'est complexe, ça a beaucoup de règles, puis ça a une façon de fonctionner particulière. Ça prend un professionnel pour vous aider là-dedans. Puis dans la fiducie testamentaire, si les revenus ne sont pas répartis à travers les bénéficiaires, ultimement, après 36 mois, tout va être imposé au plus haut taux. Dans les fiducies, il y a une obligation qu'à tous les 21 ans d'existence de la fiducie, il y a une dévolution réputée. Exemple, ça fait 21 ans que je détiens mon parc immobilier dans ma fiducie. Là, même si on ne les vend pas, tous les gains en capitaux, toutes les récupérations d'amortissement vont être faites à une même année. Donc, c'est important à tenir compte dans les planifications financières. Une autre chose qu'il faut faire excessivement attention, si vous laissez les revenus s'accumuler à l'intérieur
de la fiducie, mais ça va tout être imposé à 53 %. Il n'y a pas d'impôt progressif dans la fiducie. Il faut les sortir, les revenus. Deuxième type de fiducie, il y a des fiducies en vif. C'est une fiducie qui est créée de son vivant, puis qui peut être irrévocable ou révocable. Irrévocable veut dire qu'on ne peut pas la changer. C'est voici comment que ça fonctionne. Puis on ne peut pas le changer. Un point fort, ça permet de gérer tes biens puis tes actifs de ton vivant. Ça te les protège. Un autre point fort, c'est ta protection d'actifs. Ça les protège contre les créanciers. Tu pourrais faire faillite personnellement, puis ce qui est dans ta fiducie, il ne serait pas attaqué. Puis ça permet aussi de fractionner du revenu entre plusieurs personnes, mais de ton vivant. Exemple, tu déplaces tes actions de compagnie à l'intérieur de ta fiducie, puis les revenus de dividendes, exemple, qui seraient générés dans la fiducie, pourraient être répartis envers tous les bénéficiaires. Point faible, encore une fois, le coût de création puis le coût de gestion. C'est complexe, ça nécessite une planification puis une gestion très ardue. C'est moins flexible. Si vous choisissez une fiducie entre vifs puis que vous la mettez irrévocable, le fiduciaire ne peut pas rien changer. C'est immuable, c'est comme ça qu'elle doit fonctionner, cette fiducie-là. Il y a des fiducies de protection d'actifs. Ça, c'est mis en place, son nom le dit, pour protéger des actifs de notre vivant. Ça vient protéger vos actifs contre les créanciers. Exemple, il met une fiducie de protection d'actifs, il va aller mettre sa maison dedans puis d'autres actifs. Pourquoi qu'un médecin voudrait faire ça? Vous ne savez peut-être pas, mais vos médecins ont beau avoir des assurances responsabilités, mais ne sont pas à l'abri de poursuites importantes. Puis s'il arriverait une erreur médicale ou peu importe, puis quelqu'un voudrait les poursuivre, mais le fait d'avoir mis ça dans une fiducie de protection d'actifs, mais ultimement, elle serait inatteignable les biens qu'il y a là-dedans. Donc, ça peut être une très bonne raison de le faire. Point fort, protège les actifs contre les créanciers puis les poursuites. Puis au niveau du contrôle, le créateur peut garder un certain contrôle sur la gestion de ses actifs à l'intérieur. Le créateur peut conserver un certain contrôle sur les biens transférés dans cette fiducie-là. Les points faibles, encore une fois, les points négatifs, c'est un coût élevé, puis ça demande des frais de gestion, bien évidemment. Puis une complexité légale, c'est que oui, c'est une protection d'actifs contre les créanciers puis les poursuites, mais si c'est fait, il y a une poursuite qui s'en vient, je vais aller mettre ça dans une fiducie de protection d'actifs, puis eux autres sont pas fous puis sont capables de le déterminer, mais ça peut être annulé. Parce que si c'est fait dans le but de frauder, ultimement, la loi va venir casser votre fiducie puis votre protection d'actifs ne sera pas faite. Une très commune, il y a les fiducies familiales, mais en fait, c'est vraiment une fiducie bâtie pour répartir ses revenus puis les fractionner envers les membres de sa famille. Un des points forts, c'est qu'on peut fractionner les revenus avec les membres de sa famille. Il y a un avantage de contrôle. On peut continuer de gérer ses actifs tout en profitant du fractionnement de revenus. Puis il y a un autre avantage aussi dans une fiducie familiale. Vous transférez vos actions de l'entreprise dans la fiducie. Votre entreprise se classe pour l'exonération pour le gain en capital accordé aux petites entreprises. On a le droit maintenant à 1 250 000 de premier gain en capital de 1 250 000 et libre d'impôt. Mais ça, j'ai le droit à ça une fois dans ma vie. Une autre chose intéressante, quand on parle du partage des revenus, fractionnement des revenus, dans une fiducie familiale, supposons 3 enfants conjoints, puis vous-même, votre entreprise et se qualifie pour l'exonération pour le gain en capital d'une SPCC. Les actions sont détenues par la fiducie. On vend l'entreprise. Supposons qu'elle répond à tous les critères. On vend l'entreprise. Mais là, on va avoir le droit à 5 fois le 1 250 000, soit 6 250 000 non imposables, en tenant pas compte de l'impôt minimum de remplacement, bien évidemment. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va utiliser les droits du conjoint, les droits des enfants, qui, eux, n'auront plus le droit à ça au courant de leur vie. C'est un peu les mêmes points négatifs. Ça peut coûter cher peut-être à gérer, ça dépend, bien évidemment, avec qui vous faites affaire. Puis c'est quand même complexe à gérer. Il y a une certaine complexité, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Pour pratiquement toutes les fiducies, il y a la règle du 21 ans, comme j'expliquais. Depuis la création de la fiducie, 21 ans après, il faut payer de l'impôt, en fait, sur tout le gain en capital qui va pouvoir avoir été généré, récupération d'amortissement sur les immeubles. En fait, c'est qu'on fait comme si on vendait tout, puis on paye la facture d'impôt qui vient avec. Ça, c'est une des choses qu'il faut faire. Une autre chose importante, à part la règle du 21 ans, c'est que tous les revenus dans la fiducie sont imposables à 53 %. Donc, quand on a de l'argent dans une fiducie, il ne faut pas la laisser là. Il faut l'envoyer vers les bénéficiaires. Le but, c'est pas de faire croître vos revenus. À la limite de l'immobilier où il y a du gain en capital, ça, c'est correct. La règle du 21 ans, c'est d'en avoir en tête. Mais tout ce qui est revenus d'intérêt, dividendes, revenus X, Y, Z qu'ils pourraient avoir dans la fiducie, il faut les redistribuer parce que là, chacun des bénéficiaires paiera sur son impôt marginal selon sa situation financière à elle. Donc, gardez ça en tête si vous décidez de mettre en place une fiducie. Comment protéger ses héritiers?
Il y a vraiment une importance clé de communiquer de ses intentions à ses enfants, à ses héritiers s'il y a d'autres enfants. C'est pour qu'ils comprennent qu'est-ce que vous faites. Ça va éviter certains conflits lors du décès ou sinon vous allez les gérer de votre vivant pour être en capacité de mieux faire comprendre à vos enfants, à vos héritiers, pourquoi vous le faites. Au-delà de ça, c'est de bien les préparer. Exemple, un des enfants prend plus soin de l'entreprise, il est mieux formé, vous décidez de laisser les actions de la compagnie à cet enfant-là. Bien, c'est important qu'eux autres comprennent pourquoi vous le faites. T'sais, vous allez pouvoir les compenser différemment ou ils vont voir comment ils ont été compensés. Mais si l'effort a été fourni de la part d'une des personnes, c'est normal qu'on puisse vouloir l'avantager. Puis en même temps, vous allez pouvoir être à l'écoute de leurs préoccupations puis de comment qu'eux autres ils voient la situation. Ça peut peut-être même vous donner des idées pour mieux répartir de façon équitable ou ce que eux préféreraient si vous décidez. C'est des discussions inconfortables à avoir, mais c'est quand même important de les avoir. C'est important de faire une transition en douceur, d'être capable de leur expliquer qu'est-ce qui s'en vient, puis de quoi ils vont hériter, pour mieux les préparer à mieux le gérer. Des rencontres avec votre planificateur financier puis vos enfants, il y a des cours en ligne qui existent, vous, votre connaissance du système financier, ce que vous en connaissez, si vous y connaissez rien, OK, si vous y connaissez, bien, c'est important, puis ça, c'est pas juste avant votre décès, je pense que ça devait être fait tout au long de votre vie, pour amener les enfants à comprendre le monde financier dans lequel on vit, puis les apprendre à mieux gérer leurs finances. Puis surtout, si là, ils arrivent avec des gros montants, bien, ultimement, s'ils ne savent pas le gérer, ça risque d'être dilapidé, là, bien évidemment. Si vous laissez une entreprise familiale aux enfants, bien, c'est important de leur expliquer que comment vous l'avez géré, c'est quoi votre vision, comment vous le faites, c'est quoi vos hits, qui apprennent à travers tout ça, bien évidemment. Et vous savez qu'il n'y a aucun de vos enfants qui est un gestionnaire, mais qui pourrait quand même la garder parce que c'est vraiment une entreprise très profitable. Bien, c'est comment trouver un bon gestionnaire puis d'engager le bon en entrant de l'entreprise, savoir comment diriger ce gestionnaire-là, de faire une transition tout en douceur. L'éducation financière, je le répète, c'est la base, c'est la clé tout au long de leur vie. Parlez-leur du crédit, parlez-leur de l'importance des finances, parlez-leur de comment que ça fonctionne, comment que fonctionne notre système bancaire. Tout au long de leur vie, c'est de leur montrer des concepts puis comment que ça peut les impacter. Parce que les finances, vous pourrez me dire, l'argent, c'est pas important, c'est maître dans nos sociétés. Puis si on n'apprend pas correctement comment les gérer, bien, ultimement, il y a des pertes puis il y a des erreurs qu'on fait. Qu'on pourrait éviter facilement en ayant une certaine base de connaissances au niveau de littératie financière. Toutes ces discussions-là avec vos enfants, puis cette formation-là, va probablement aider à minimiser les conflits familiaux. Ça va leur permettre de prendre de meilleures décisions, puis peut-être éviter vos propres erreurs que vous auriez pu faire. Plusieurs outils s'offrent à vous là, quand il vient le temps de faire une planification successorale. Bien important de bien vous entourer d'un planificateur financier. Le planificateur financier va pouvoir vous enligner vers... Il va connaître votre situation complète, va pouvoir vous aligner vers votre notaire, vous expliquer un peu comment ça va se passer avec votre fiscaliste, avec votre avocat, pour venir vous aider à ce que ça fonctionne mieux. Puis, tu sais, oubliez jamais que dans une stratégie successorale, l'assurance vie est maître. Oui, ils auront ce qui reste, mais l'assurance vie peut tellement vous faire sauver d'impôts, peut, avec les mêmes sommes que vous détenez, venez vraiment aider de façon significative ce que vous allez transmettre à vos héritiers pour leur donner une chance supplémentaire que vous n'avez peut-être pas eu, vous, à l'époque, quand vous allez faire votre stratégie de planification successorale. Il y a plusieurs outils qui existent, là, je vais vous les nommer rapidement. Là. Il y a un site qui s'appelle Legal Will. Si jamais vous ne voulez pas payer pour un notaire, bien, eux autres, ils offrent la possibilité de faire des testaments. Je recommande toujours un notaire, bien évidemment, là, mais mettons que ça ne vous tente pas d'en avoir un ou que vous n'avez pas le temps. Je vous laisse sur ces quelques mots. L'information financière est essentielle. L'accompagnement, c'est la clé.